Bonjour à toutes et à tous pour cet atelier en direct de la REF 2023 sur un sujet qui nous intéresse tous et qui a pris une actualité brûlante avec la réforme des retraites, à savoir l'emploi des seniors. Et nous avons intitulé notre atelier Une chance pour les entreprises, et nous allons essayer de démontrer en quoi l'emploi des seniors ou les seniors sont des pépites pour les entreprises. Et autour de cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Breton-Cueni, qui est DRH de l'AFNOR et vice-présidente de la NDRH, ainsi que Frédéric Gess, qui est chez USCO Partners, qui s'occupe effectivement spécialisé sur l'emploi des seniors. Alors, on a un sujet majeur d'emploi des seniors, mais aussi bien sûr en corrélation de compétences et de formation des seniors. Alors, je vais commencer par laisser chacune de mes intervenantes se présenter rapidement, et après on essaiera d'abord d'objectiver le sujet et de poser des chiffres sur ce qu'est l'emploi des seniors et la formation des seniors. Laurence, je vous laisse la parole. Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux acteurs de la compétence de m'accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Moi, après une vingtaine d'années de direction générale de différentes organisations, notamment d'utilité publique, comme la Ligue contre le cancer, Réseau Entreprendre ou le MEDEF à Marseille, aujourd'hui je dirige un cabinet de conseil et de formation qui, entre autres, accompagne les entreprises sur des sujets d'inclusion, de diversité et d'intergénérationnel. Donc les seniors, évidemment, c'est un enjeu qui pour moi est majeur, et tellement majeur qu'il y a 1 an et demi, j'ai créé une association qui s'appelle Senior for Good, qui est un mouvement citoyen dont l'objectif est justement de combattre la discrimination par l'âge, l'agisme, qui en fait, on va le voir, est la première discrimination aujourd'hui dans le monde du travail. Et dans notre association, donc Senior for Good, on combat cela par une image positive. En fait, ce qu'on veut, c'est valoriser des rôles modèles seniors, montrer en fait aux entreprises que quand on a 45, 50, 55, même 60 ans, on peut avoir encore une très belle dynamique professionnelle. Merci. Donc, une fois ces présentations faites, nous allons aborder d'abord un premier point qui vise à objectiver le sujet, à donner quelques chiffres. Alors, je sais que chacune, vous avez beaucoup de chiffres à nous communiquer concernant l'emploi et la formation des seniors. Alors, il semblerait que ce soit un problème un peu franco-français. Si on regarde les chiffres qui ont été donnés par la DARES, à savoir que le taux d'emploi des 55-64 ans serait en France de 56% contre 65% sur la moyenne des autres pays européens. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un problème franco-français? Et quelle est la réalité, en fait? Quels sont les chiffres que vous pouvez nous donner pour éclairer cette problématique d'emploi et de formation des seniors? Alors, Claire, si vous avez donné la tranche Oui, merci. Là, je m'entends, c'est mieux. Donc, effectivement, Claire, vous avez parlé de la tranche des 55-64. Je trouve que, voilà, c'est pas exact de prendre cette tranche, puisqu'on a quand même des éléments fort différenciants entre la tranche des 55-59 et 60-64. Au niveau du CEE, on a travaillé vraiment sur l'emploi des seniors, et je rappellerai quelques chiffres en faisant le distinguo entre le taux d'activité et le taux d'emploi. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Alors, moi, j'ai pris quelques chiffres depuis les années 70 en faisant vraiment le distinguo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 55-59, on est quand même aux alentours de 70%, et on est effectivement pour les 60-64 de 33%. Si on regarde un petit peu dans les années 70, effectivement, on n'était qu'à 60% pour les 55-59 et après aux alentours de 60. Le creux, finalement, était dans les années 80-90. Donc, vous l'avez rappelé, par rapport à l'OCDE, on est parmi les plus bas, mais uniquement pour la tranche des 60-64. On est à peu près dans la moyenne pour les 55-59. Donc ça, premier chiffre important pour moi, activité, emploi et chômage des seniors.
Le deuxième élément qui est important quand vous voulez parler d'emploi et de formation, c'est parler de soutenabilité. On a vraiment travaillé, et heureusement en France, on a beaucoup d'organismes, on a l'ADARES qui nous a donné énormément d'informations par rapport effectivement à vos secteurs d'activité. C'est pas la même chose quand on est dans la prestation intellectuelle que dans certains types d'emplois. Donc si vous voulez, on pourra effectivement les lister, mais un travail a vraiment été fait qui nous permet de savoir l'évolution, notamment par rapport à l'âge. Donc là, je pourrais vous donner des enseignements sur le sujet, et notamment, on va voir tout ce qui est action sociale, l'enseignement, tout ce qui tourne autour de la santé humaine et effectivement dans le domaine de la construction. Et un troisième point qui me semble important, c'est parler d'espérance de vie en bonne santé. C'est vrai qu'en France, on est à plus de 80 ans, bien sûr, nous les femmes davantage, hein, mais ce qui est important, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Donc on est autour à peu près de 65 pour les femmes, un tout petit peu moins pour les hommes. Bon, voilà, donc c'est vraiment un sujet important quand on veut parler d'emploi et puis de formation, parce que pour nous, en tant que DRH, ce sont des chiffres importants pour l'avenir. Merci beaucoup. Alors, on va laisser Frédéric peut-être compléter sur ces chiffres-là. Est-ce que vous avez des chiffres complémentaires, et notamment par rapport au sujet des recrutements ou de la formation ? Oui, alors il y a pas mal de chiffres qui sont assez édifiants quand même, parce que c'est vrai que même les 55-64 ans, on n'est quand même pas, voilà, on est quand même un petit peu à la traîne en Europe. On est quand même le dernier pays d'Europe. Et comme vous disiez, on baisse à 32-33% à partir de 60 ans. Mais si vous regardez dans le domaine de l'emploi, enfin du chômage, par exemple le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, il est passé en fait de 335 000 en 2008 à 900 000 fin 2022. Alors que pourtant le chômage a plutôt eu tendance à baisser. Les recrutements de cadres, c'est intéressant aussi de regarder qu'il n'y a que 5% en 2019, 5% seulement des recrutements de cadres dans le secteur privé concernaient des profils de plus de 20 ans d'expérience. En 2020, les plus de 50 ans, c'est 2/3 du volume des ruptures de contrat dans les plans sociaux. On a une très très mauvaise habitude en France qui a été quand même de pousser les seniors vers la sortie. Plus évidemment vous augmentez en âge, plus le taux de chômage en fait augmente. L'APEC également, là, une étude APEC Pôle emploi parue l'année dernière rappelle aussi que l'entrée au chômage pour 81% des cadres seniors est la conséquence d'une rupture à l'initiative de l'employeur. Donc c'est vrai que ça veut dire aussi qu'il y a un traumatisme supplémentaire sur cette population. On reste inscrit à Pôle emploi plus du double que la moyenne en fait, des chômeurs. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ? Les testings, en 2022, une personne qui est entre 48 et 55 ans a 3 fois moins de chances d'être convoquée en entretien d'embauche que les autres, que les plus jeunes. Vous avez 100 000 cadres à l'APEC de plus de 50 ans, dont 70% d'entre eux sont en urgence financière et 9% au RSA. Donc il y a un vrai sujet aussi financier chez les cadres. Les femmes, eh bien, vous comptez à chaque fois 5 points de moins, puisque la double peine pour les femmes de plus de 50 ans est importante aussi, malheureusement. Et si vous interrogez les experts du recrutement, c'est intéressant aussi, 63% des recruteurs estiment qu'il existe des freins à la présentation des candidats seniors face aux décisionnaires. Et on a quand même une étude Indeed du début de cette année où 4 dirigeants sur 10 ont tranquillement expliqué que jamais ils ne recrutaient de salariés de plus de 45 ans. Donc c'est quand même assez clair. Et pour ce qui est de la formation, puisqu'on parle de formation aussi avec vous, en fait les chiffres sont assez anciens. L'INSEE n'a pas remis à jour, mais quand même, 2016, les 55-64 ans n'étaient que 35% à avoir suivi une formation au cours de l'année écoulée, contre 60% des 25-44 ans, par exemple. Donc on voit vraiment un retrait aussi de l'accès en fait à la formation. Voilà, l'OCDE dit à peu près la même chose. Merci Frédéric. Alors du coup, avant de passer au sujet un peu des représentations des entreprises par rapport au monde des seniors, est-ce que vous constatez qu'avec les difficultés que les entreprises ont à recruter en ce moment, on sait qu'on a des tensions très fortes sur le recrutement, est-ce que vous constatez chacune dans vos observatoires mutuels qu'on a un assouplissement, est-ce qu'on a de meilleures embauches des seniors, ou est-ce que finalement les entreprises ne vont toujours pas vers ces profils-là? Est-ce qu'il reste un frein, et ça nous permettra de faire la transition avec les représentations que peuvent avoir les entreprises? Laurence?
Alors, dire qu'un frein, ça dépend effectivement, et c'est toujours la même chose, des compétences que vous avez. Si vous avez une expertise spécifique, ce sera différent. Il y a la question de l'expertise et il y a également la question de la rémunération. Ça, parfois, c'est une représentation un peu difficile pour certaines personnes entre contribution, rétribution, quand on a eu l'habitude d'être sur ce qu'on appelle un certain trend. Mais voilà, donc ça, c'est le premier point. Quand on a une expertise et des compétences précises, ça va être différent. Après, le souci, et ça va être un souci plutôt de santé pour certains types d'emplois qui sont en tension aujourd'hui, où effectivement, et tout à l'heure je n'ai pas donné les chiffres, mais il y a ce qu'on appelle les NER, c'est-à-dire ni en emploi ni à la retraite, et ce sont des personnes parmi lesquelles ça varie effectivement par rapport aux tranches dont on parle, à peu près 16% des personnes, dont vous avez à peu près la moitié qui vont développer des handicaps ou des problèmes de santé majeurs. Et donc voilà, donc on a différents points. Pour moi, quand on a une expertise précise au bon prix, voilà, il n'y a pas de problématique, mais tout le monde ne dispose pas de l'expertise précise. Et après, toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Je veux dire, on ne peut pas faire... voilà, on a tous des cultures d'entreprises différentes. Et nous, en tant que DRH, voilà, on ne va pas avoir la même façon de faire. Je rappelle que nous, en tant que DRH, on impulse des choses, mais on travaille également avec les managers de nos organisations, parce que vous avez à la fois les compétences et vous avez aussi ce qu'on appelle le fit, c'est-à-dire que les personnes doivent se sentir bien ensemble de part et d'autre. Alors Frédéric, est-ce qu'on voit une augmentation des taux d'auto-entrepreneuriat sur ces plus de 55 ans qui quittent le monde du salariat et qui vont créer leurs entreprises? Et est-ce que ces entreprises-là, elles sont pérennes? Quel est ce mouvement un peu de développement de l'activité à côté du monde du salariat qui se fait chez les seniors? Alors ça, c'est vrai que c'est un autre sujet parce qu'en fait, l'entrepreneuriat senior, on en parle assez peu. En France, on a quand même une certaine tendance au jeunisme qui fait que quand on parle des startups, par exemple, on valorise les start-upers qui forcément sont jeunes. Or, l'entrepreneuriat senior marche très très bien en France. Beaucoup d'entrepreneurs de plus de 50 ans, effectivement, entreprennent et ça, c'est formidable. Après, certains entreprennent par défaut. Voilà, il y a ceux qui entreprennent parce qu'ils en ont toujours rêvé et que quand on a les compétences, l'expertise, la maturité, l'expérience, c'est finalement le bon moment peut-être pour se lancer. Et puis il y a aussi tous ceux, on en a beaucoup parmi nos adhérents chez Senior for Good, qui malheureusement, malgré des expertises pointues, malgré 30 ans d'expérience, ne retrouvent pas de poste et donc décident effectivement de se lancer en expert indépendant, en auto-entrepreneur ou de développer son entreprise. Et juste pour revenir sur le sujet de la tension sur le marché de l'emploi, moi je voulais juste dire que je suis pleine d'espoir en fait. Je peux pas dire aujourd'hui, je vois bien chez mes clients, les TPE, PME ont toujours recruté dans toutes les générations, les grandes entreprises c'est un peu plus difficile. Les tensions sur le marché de l'emploi en fait font que c'est plus difficile de recruter aujourd'hui, c'est plus difficile de fidéliser et en tout cas moi j'ai pas mal de clients qui commencent à regarder davantage et à se dire on va sensibiliser nos managers parce que c'est vrai que c'est pas les DRH souvent qui bloquent, c'est les managers opérationnels et en fait il faut vraiment former les managers on va en parler après, à écraser les stéréotypes en fait parce qu'on a des biais qui font que quand on est en entretien, si dans notre tête on pense qu'un jeune est plus créatif qu'un senior, on va aller rechercher la créativité chez le jeune et pas chez le senior. Et donc on recrutera le plus jeune des deux. Donc c'est vraiment aussi un sujet de sensibilisation et de formation des décisionnaires, des managers qui recrutent. Mais je me dis que comme ils n'arrivent plus à recruter, eh bien les seniors ont toutes leurs chances dans les années qui viennent. On va y revenir. Alors effectivement, il y a un sujet effectivement de tension sur le marché du travail. Il y a aussi un sujet d'évolution démographique qui fait que proportionnellement les seniors seront plus importants et donc à un moment donné, le problème va probablement se poser différemment. Ce qui nous amène d'abord à nous reposer la question qu'on aurait peut-être dû se poser au départ, mais je voulais la mettre là parce que c'est quand même le cœur du réacteur. C'est à partir de quel âge, de quoi parle-t-on? À quel âge est-on senior? Alors, il y a 3 âges différents, j'ai trouvé 45 pour les entreprises, 55 pour l'INSEE. Alors, c'est quoi être senior? C'est quel âge être senior? En fait, le truc, c'est que c'est hyper fluctuant. La réponse, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de définition légale. Si on prend le monde de la santé, pour les professionnels de santé, on est senior à 70 ans. Dans le monde du travail, ça va dépendre en fait de l'organisme interrogé ou du texte de loi.
Vous allez avoir effectivement dans l'entreprise, on parle de 45 ans, c'est la loi je crois de 2009 sur l'entretien professionnel de milieu de carrière qui avait mis en place en fait cette entrée dans la deuxième partie de carrière. Si c'est l'INSEE qui parle, c'est 50 ans. Si c'est Pôle emploi et la direction générale du Trésor, c'est 55. Les dispositifs spéciaux seniors, c'est plutôt 57. Pour moi, c'est en géométrie variable. Alors peut-être que côté DRH, vous avez une idée plus claire. Juste avant de vous laisser la parole, Laurent, ce qui m'amuse, c'est que finalement, dans le wording, on s'aperçoit qu'on a déjà un temps de retard. Parce qu'on parle de seconde partie de carrière, mais est-ce que ça a du sens de dire que les gens ont deux parties de la carrière? Ils en ont peut-être 3, 4, 5. Et donc, finalement, la seconde partie de carrière, c'est déjà une vision a priori déjà un peu dépassée, parce que les gens auront plus que deux parties de carrière. Il n'y a pas celle des jeunes et celle des moins jeunes. Il y a des carrières qui peuvent être multiformes, et c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à intégrer dans notre schéma de pensée et aussi dans les manières de s'exprimer. Laurence, sur ce sujet-là. Alors, 45 ans, on est jeune. Bon, voilà, celui qui pense qu'effectivement, à 45 ans, on parle de seniorité, parce que là, on a une expertise particulière. Nous, quand on parle de senior au niveau de la NDRH, on parle de 55 ans. Cela étant, dans certains métiers, et quand je parle de soutenabilité, on va commencer à avoir des pathologies qui vont commencer à 50 ans, voire avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même égalité finalement en fonction de l'activité que nous avons. Et effectivement, là, on pourrait être amené, en tant que DRH, à utiliser des âges différents, puisqu'on va bien le voir, on va le voir de taux d'absentéisme, de taux d'accident de travail, il va y avoir des différences. Mais en tout cas, pour nous, si on regarde de façon majeure, c'est 55 ans. 45 ans, c'est vraiment un dynamisme quand on regarde la loi, c'était de se dire, voilà, généralement, j'ai une partie de ma vie qui a été faite, c'est le moment de se réénergiser. Mais je suis d'accord avec vous, aujourd'hui, on doit se réénergiser et puis aussi prendre sa vie en main, c'était un petit peu, et sa formation, c'était un petit peu la loi d'avenir professionnel. Alors justement, parlons des représentations. Donc, le titre de cet atelier, c'est une chance pour les entreprises. Mais finalement, les entreprises, est-ce qu'elles voient vraiment l'emploi des seniors comme une chance? Alors, il y a autant d'entreprises. Moi, quand je parle des entreprises, je ne vais pas parler des grandes entreprises. Moi, je suis une ETI et puis à la NDRH, même si on présente 11 millions de salariés, on est plutôt dans les ETI, les PME, puisqu'il déjà, il faut avoir des DRH et des RRH. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très important parce que non seulement il y a la connaissance, mais il y a la fidélité. C'est bien la jeunesse, ça passe, mais ça passe très vite. Aujourd'hui, on a davantage de fidélité avec la seniorité. La seule chose, et j'entendais par rapport à la formation, on a tous, on va dire, une responsabilité, tant le salarié que nous-mêmes, de maintenir et de développer ses compétences, avec une attention très particulière pour ceux d'entre nous qui ont des activités difficiles, dans lesquelles la soutenabilité voilà, sur le long terme est difficile, sur laquelle comment, parce qu'on l'a dit, on parle des cadres, mais en réalité, c'est ceux qui sont les moins diplômés, les populations ouvrières, et notamment les femmes qui ont plus de difficultés. Comment on fait pour accompagner l'ensemble de ces populations, des plus jeunes jusqu'à l'âge de la seniorité, voire en développant des compétences, mais surtout en donnant envie. L'envie est importante parce que nous seuls, on ne peut rien faire. Donc voilà, on a autant de différences selon nos organisations et nos métiers. Alors, je partage en tant qu'employeur collectivité, parce que je suis maire adjoint en charge des ressources humaines, donc j'ai énormément d'agents qui ont des métiers qui ne peuvent pas être perdurer jusqu'à la retraite, donc des métiers physiques sur lesquels il y a effectivement des pénibilités. Et effectivement, là, il y a un travail de préparation qui doit se faire, et la formation est un rôle important pour pouvoir enclencher des nouvelles compétences qui vont pouvoir permettre de créer un nouvel emploi ou un emploi différent jusqu'à la retraite. Alors Frédéric, les idées, les stéréotypes sur les seniors rapidement que vous rencontrez dans vos missions. Oui, moi je peux vous partager en fait à la fois ce que nos adhérents partagent en fait, ce que nos adhérents vivent en entretien d'embauche notamment, et ce qu'on entend aussi à l'APEC, puisque je suis allée voir aussi dans les ateliers
ateliers de l'APEC, les seniors qui recherchent un emploi. Et puis on a interrogé aussi les cabinets de recrutement en fait sur les freins qu'ils pouvaient rencontrer parfois chez des employeurs. Encore une fois, on fait des généralités, on est d'accord, chaque entreprise est unique, mais voilà ce qui sort. Alors évidemment, les seniors sont trop chers. C'est vrai que l'expérience a un coût, et c'est vrai, il faut être honnête aussi, c'est vrai qu'en France, on a quand même on a cette culture de la carrière qui monte. On n'est pas comme en Allemagne où on peut avoir des carrières un peu qui redevenir par exemple chef de projet après avoir été manager. En France, on a quand même cette habitude de grimper, donc c'est vrai que quand on tombe d'assez haut. Donc effectivement, les seniors sont trop chers. Les seniors évidemment ne sont pas connectés. Les seniors sont très frileux face aux nouvelles techno, ils sont pas bons en communication, ils savent pas trop s'adapter au marché du travail, ils sont pas très flexibles, beaucoup de résistance au changement chez les seniors. Je vous le fais caricatural évidemment, mais c'est quand même des éléments qui reviennent assez régulièrement. Donc moins productifs, moins impliqués, un peu usés, fatigués, difficiles à manager, des craintes souvent de managers plus jeunes. Face à l'idée de devoir manager des personnes qui ont plus d'expérience d'eux, parfois surdimensionnées du coup par rapport au poste. Donc on se dit est-ce que ça va fitter. Et il y a un stéréotype que j'ai beaucoup entendu, que j'ai moi-même vécu il y a un peu plus d'1 an quand j'ai créé cette association. C'est parce que j'avais été moi-même confrontée au sujet, où en fait on parle du temps restant à travailler dans l'entreprise. Ce qui est quand même assez hallucinant, parce que si vous regardez les dernières générations qui en moyenne restent 2 ans dans l'entreprise, et que il vous reste 10 ans ou 15 ans à travailler, comment peut-on dire que le senior, on va pas le prendre parce que finalement on veut quelqu'un qui reste longtemps et que du coup finalement il a pas assez de temps à travailler. Et ça, moi, c'est un argument qu'on m'a donné un jour pour un poste me concernant, donc effectivement. Donc voilà, donc ça fait pas beaucoup rêver. Oui, ça fait pas rêver. Alors on peut aussi se dire qu'aujourd'hui toutes les entreprises sont confrontées à un problème fort qui est le turnover. Et le turnover, c'est un coût majeur. Et on peut se dire effectivement que souvent les générations plus jeunes, alors sans faire de caricature non plus, sont plus dans ces sujets de turnover. Et donc peut-être que le senior peut avoir effectivement dans sa stabilité potentielle un atout pour l'entreprise un petit peu supérieur. Alors je voulais juste passer à la troisième volet de notre réflexion commune sur cette question-là. Maintenant qu'on a expliqué, on a objectivé le sujet, qu'on a un petit peu défriché les idées qui gravitaient autour de cet emploi des seniors, quelles sont les pistes que l'on peut poser pour que finalement on puisse dépasser cette problématique de l'emploi des seniors et qu'on puisse, réintégrer ou intégrer les seniors dans un cursus normal d'emploi et de formation, de sorte qu'on puisse leur proposer ou leur assurer des carrières sans heurts jusqu'à la retraite. Quelles sont les pistes, à votre avis, alors en termes d'incitation pour les entreprises, en termes de soutien à la formation pour les seniors? Laurence, quelles sont les idées que vous aimeriez partager? Alors, puisque vous me donnez l'opportunité, je reprendrai à la fois ce qu'on a vu à la DRH et ce que nous portons, en tout cas, de notre dernière enquête. Et puis, je trouve qu'il faut quand même recycler un peu tous les rapports qui sont faits. Et moi, il y a un rapport que j'apprécie beaucoup, qui est le rapport Bellon de 2020. En fait, il y a beaucoup de rapports qui sont produits. Ce qu'on oublie, c'est effectivement, il y a des stéréotypes. Ce qui est important, en tout cas, c'est de rester en santé. Ça, c'est un point. Alors, juste rappeler les 4 points du rapport Bellon. C'est de mettre les enjeux du vieillissement au cœur des politiques de prévention et de santé au travail. Parce que rappelez-vous, il y avait un rapport qui était sorti sur l'absentéisme, c'est une réalité. Finalement, on se rend compte que plus on vieillit, d'ailleurs le taux de satisfaction est meilleur dans l'entreprise, mais l'absentéisme monte. C'est-à-dire les gens sont moins souvent absents, mais quand ils sont absents, c'est plus long. C'est arithmétique, un rapport a été fait. Malheureusement aussi, les femmes plus souvent, c'est pas parce qu'on est souvent plus malade, c'est parce que souvent elles sont plus aidantes au sein de l'organisation. Donc ça, c'est un enjeu. Je rappelle qu'on a au niveau international, parce que le sujet n'est pas franco-français, on a une norme internationale qui est sortie en 2022 qui s'appelle Workforce Aging. Il faut savoir que c'est vraiment un sujet qui a également été porté par l'Allemagne. Et surtout, on a une problématique dont on ne parle pas beaucoup, que nous avons en tant que DRH, c'est l'âge de mise à la retraite. Aujourd'hui, nous ne pouvons mettre à la retraite qu'à 67 ans.
Sachez qu'en Grande-Bretagne, ils n'ont plus d'âge de mise à la retraite et mes collègues du CIPD, qui est la grosse association anglo-saxonne, plus de 200 000 membres au niveau mondial, eux en Grande-Bretagne, ils ont arrêté, ils n'ont plus d'âge de mise à la retraite. Donc mes collègues disent, ils ne meurent pas du travail, ils meurent au travail. Hein. Je veux dire, pour ça, c'est bien qu'on ait quand même une retraite enfance, on n'a pas ça. Donc il y a vraiment ce sujet sur la prévention en santé, ce qui évitera toutes ces personnes qui sont abîmées par leur vie professionnelle. Le deuxième, c'est ce dont on parle, c'est l'importance on va dire, de mettre en place des compétences de seconde partie de carrière et de favoriser la transition des savoirs. Donc là, effectivement, alors moi, en tant que DRH, je dirais merci de nous mettre les financements en adéquation, hein, parce que maintenant, on n'a plus rien, hein, quand on fait plus de 50 salariés, qu'effectivement, il y a des financements pour accompagner quand il y a effectivement... on va dire, des transitions, des accords. Donc en clair, il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'on ait de l'argent, ce qui est un peu dommage pour moi, parce que les transitions sont importantes. Le troisième point, c'était effectivement faciliter, organiser les mobilités de transition professionnelle. Donc on a vu que parfois certaines entreprises essayaient, notamment pour l'aide à la personne. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui ont été et beaucoup d'argent enfui pour finalement un résultat qui n'est pas toujours, parce que culturellement, c'est pas parce qu'on a de l'emploi, il faut pouvoir attirer les personnes. Et puis aussi, en quatrième point, c'était les transitions plus progressives entre pluriactivité et pleine retraite. C'est ce que vous disiez, Frédéric. En fait, on a à peu près 20% des personnes seniors de plus de 55 ans qui sont indépendants. Et le cinquième point, qui est pour moi fondamental, c'est accélérer la transformation culturelle. Pas seulement des organisations, je dirais des personnes. Quand vous avez dit la rémunération, pourquoi en Finlande, on avait moins de problématiques de personnes en activité? Parce qu'on accepte de gagner moins. Parce que si on ne tient pas le même poste, combien dans l'entreprise vous avez de personnes qui sont prêtes finalement à changer de poste? Moi, je pourrais vous en citer plein, mais au même salaire. Je ne peux pas payer le même salaire. Et moi, je dis que ce serait légitime, si je changeais de poste et que je n'avais plus mon poste de DRH, de payer moins. Parce qu'il y a contribution, rétribution. Et culturellement, aujourd'hui, c'est compliqué. D'ailleurs, le terme en France, quand on fait changer de poste, on appelle ça effectivement une rétrogradation. Et pour changer, c'est comme dans une procédure disciplinaire. Tant qu'on n'aura pas fait cette transformation culturelle à la fois des organisations et des personnes, on n'ira pas. Et maintenant, pour parler au niveau de la NDRH, vous savez que nous, c'est l'index senior, mais pas autant compliqué que l'index égalité, hein, qui nous demande trop de temps entre le bilan social, le rapport comparé index, mais des chiffres clés, le distinguo, il n'y a pas de progrès sans mesure. Ce n'est pas dans mon organisation qu'on dira le contraire. On a bien vu pour l'index égalité comment nous avons pu faire changer les choses. Donc quelque chose de simple, et effectivement en faisant le distinguo tranche 55-59, 60-64, en tenant compte de l'activité, de la taille des entreprises. Et enfin, on a mis en avant, nous, un plan, effectivement, un senior, une solution, comme un jeune, une solution, et bien sûr des incitations à l'embauche, des allègements de charges. En tout cas, on ne veut pas qu'il y ait, en revanche, les juniors par rapport aux seniors. On a besoin de tout le monde au sein de l'organisation. Mais voilà, comment lever des freins est tout un travail en collectif. Mais je crois qu'il faut quand même mettre un peu d'argent sur la table parce que c'est dommage que l'argent soit du côté de Pôle emploi pour effectivement maintenir et que nous n'ayons pas une manne pour nous aider. J'ai une manne, non, parce qu'on n'a pas besoin de tant d'argent que ça, mais en tout cas un accompagnement pour les entreprises qui font des efforts dans la continuité. Alors c'est effectivement valoriser les entreprises qui sont dans cette démarche en fait d'accompagnement, d'inclusion des seniors. C'est aussi, en reprenant vos propos, c'est aussi de veiller à justement cette inclusion, cette capacité à mailler des équipes avec des âges tout à fait différents qui évitent effectivement de mettre les uns contre les autres. La problématique du à salaire égal, à poste égal, salaire égal est effectivement un sujet qui est un frein direct à l'emploi des seniors puisque ça le permet pas finalement de. Et puis on a des mots assez négatifs, hein, rétrogradation. Vous disiez effectivement qui ne donne pas tellement envie d'aller effectivement d'être dans la souplesse par rapport à trouver des idées. En termes de formation, on sait que les entreprises ont du mal à investir sur le sujet des seniors. Elles ont aussi déjà du mal à investir sur le sujet des salariés en général parce qu'aujourd'hui on constate ces freins. Sur le sujet des seniors, c'est probablement encore pire. Est-ce que derrière il y a des choses qui peuvent être mises en place? Est-ce qu'il y a un CPF senior? Est-ce que c'est des choses qui à votre avis seraient facilitantes? Alors,
Moi, je suis pour le collectif de travail. Le CPF, vous savez, la problématique où il faut qu'on travaille ensemble sur les nécessités. Parce que si vous faites une formation qui n'a aucun intérêt, si vous voulez, pour l'organisation, que ce soit pour votre développement personnel, mais voilà. Donc c'est vrai qu'on le voit bien. Nous, on fait souvent des cofinancements pour des formations qui nous intéressent. Mais aujourd'hui, effectivement, quand vous n'avez pas de financement et pas d'obligation, on a aussi différentes formes d'apprentissage. On a beaucoup changé les choses, mais néanmoins, pour des formations majeures, ce que nous pouvons faire avec l'e-learning, avec nos moyens, est insuffisant. Si vous voulez faire des formations dans le numérique, de lutte contre l'électronisme, vous avez un certain nombre de choses où nous avons besoin d'un accompagnement. Il y avait effectivement une volonté à un moment, mais après, c'est difficile entre les pensées de faire des choses et puis après, nous avons besoin concrètement d'accompagnement parce que souvent, nous savons que nous formons, quel que soit l'âge de la personne, nous formons pour les autres. Parce que n'oubliez pas que les engagements que nous pouvons faire signer, comme quoi la personne restera, même si nous payons une formation, ça n'a aucune valeur juridique. Donc voilà, il faut que nous soyons aidés pour que quand une entreprise, quelle qu'elle soit, investit dans la formation, dans les emplois de demain, quels qu'ils soient, eh bien que nous soyons aidés au niveau de l'investissement en formation et du temps passé. Frédéric, quelles sont les pistes, à votre avis, qui pourraient être intéressantes d'étudier pour justement favoriser cette inclusion et cet emploi des seniors ? Alors, il y a plein de choses, il y a plein d'initiatives qui existent déjà. Il y a un point que je trouve important en fait de porter auprès des entreprises. Alors celles qui évidemment sont à la NRH, etc., sont plus au fait. Mais je me rends compte que souvent, malheureusement, l'agisme est dans l'entreprise, un petit peu est présent et les dirigeants ne s'en rendent pas forcément compte. Ce qui serait intéressant déjà, c'est de bien rappeler aux entreprises que l'agisme, en fait, est une discrimination qui a un coût. Et que c'est un coût qui a été mesuré, notamment par l'OIT et l'OCDE. Ça coûte en moyenne 6% de la masse salariale. En fait. Donc déjà, quand on prend conscience du fait que ça coûte de l'argent en fait, de discriminer par l'âge, par exemple pour l'Union européenne, il parle de 600 milliards d'euros par an, 0,5% du PIB de l'UE. Sur cette discrimination-là. Moi, je ne parle pas des autres types de discrimination. Donc déjà, en fait, cette prise de conscience aussi, peut-être, peut faire bouger les lignes. J'aime bien parler aussi, là je ne suis pas du tout dans les dispositifs, mais j'aime bien parler aussi du regard à changer, parce qu'il y a vraiment un regard aussi culturel sur l'âge, dans notre pays, dans notre société, et puis donc forcément aussi parfois dans l'entreprise. C'est toute cette culture des mesures de départ anticipé, etc., qui ont été très efficaces dans les politiques publiques de l'emploi pendant de longues années, ont quand même ancré quelque part cette habitude de remplacer des seniors par des plus jeunes. Donc il y a aussi ce volet plus culturel du regard. Et puis après, alors moi j'aime beaucoup le volet de l'intergénérationnel et de la coopération intergénérationnelle. Il ne faut pas oublier que c'est quand même la première fois qu'on a presque 5 générations qui travaillent ensemble dans l'entreprise aujourd'hui et que finalement, mettre les gens dans les cases, les seniors, il faut qu'ils transmettent et les jeunes, il faut qu'ils créent. Est-ce que justement le reverse mentoring peut être intéressant parce que justement ça va être dans les deux sens, chacun a apporté à l'autre, quelle que soit sa génération. Donc il y a vraiment ce sujet, ce type d'initiative. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Moi, j'avais noté comme ça un peu en vrac quelques exemples. Chez AXA, ils avaient mis en place ce programme de montée en compétences numériques en fait, où ils utilisent les jeunes salariés en fait, qui animent les programmes de formation. Ils ont formé plus de 1000 personnes il y a 2-3 ans là-dessus. Vous avez, est-ce que peut-être vous connaissez Assystem, qui est une boîte de conseil en informatique, pour revaloriser les consultants seniors dans un métier qui est quand même un métier, j'allais dire de jeunes. Les boîtes de conseil, souvent les consultants sont assez jeunes. Eh bien, ils ont créé en fait une filière spécifique d'expertise. Ils appellent ça les space, comment ils appelaient ça ? Les space cowboys. C'est assez formidable. Et donc, les experts seniors, en fait, sont mis à disposition des filières de la boîte de conseil. Et en fait, ils sont bookés 3 ans à l'avance.
Parce qu'en fait, tous les jeunes consultants ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à travailler avec ces consultants seniors. Et donc, on revalorise de cette manière-là cette coopération intergénérationnelle et cette transmission et ce travail collectif. Donc, il y a ce genre de sujet. Il y a le fait d'avoir des espaces d'échange. CNP Assurance, ils avaient fait un club 30 où ils mettent en relation ceux qui fêtent leurs 30 ans et ceux qui ont 30 ans d'ancienneté dans la boîte. Et ils ont des espaces d'échange, des lieux d'échange. Voilà. Donc ça peut être aussi des moyens, en fait, tout simplement de casser un peu ces idées d'âge, en fait, dans la collaboration, la coopération. Et aujourd'hui, dans l'environnement qui est le nôtre, la complexité qu'on vit, les transformations que les entreprises sont en train de vivre, je pense qu'on a besoin de toutes les forces vives, et toutes les forces vives, c'est tous les âges dans l'entreprise. Et puis, il ne faut pas oublier ceux qui sont entre les jeunes et les seniors, parce que, en fait, les quarantenaires, les pauvres, on n'en parle plus beaucoup, du coup. Donc, un sujet économique, un sujet démographique, un sujet technique, un sujet culturel aussi. Ouais, humain. Laurence, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose ? Oui, parce que je vous disais, au niveau du CE, on a la chance d'être alimenté à la fois par la DARES, par l'INSEE. On a travaillé aussi, on va dire, sur le retour du taux d'accès à la formation pour les demandeurs d'emploi. Les chiffres montraient que cela diminuait, mais on a eu une étude qui a été faite sur les plus de 50 ans et l'effet bénéfique, tout type d'emploi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la formation et la montée en compétences, eh bien, c'est un impact positif aussi sur les demandeurs d'emploi, mais je rappellerai aussi que pour monter en compétences et suivre une formation, il faut être en santé. Et la santé, elle est physique, mentale et sociale et financière, comme vous le disiez. Et donc, il faut prendre en compte l'ensemble, parce que c'est vrai que quand vous êtes en santé, que vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, eh bien, ça se voit quand vous venez dans un recrutement. Et cela, quel que soit votre âge. Donc je dirais que si nous, en tant qu'entreprise, on a une responsabilité, on a des gros défis, chacun d'entre nous doit aussi savoir qu'il a une responsabilité pour prendre soin de sa santé et de façon globale. Et avec le CPF, il y a eu cette opportunité de monter en compétences, de s'ouvrir. Il y a des plateformes d'e-learning, alors bien sûr, ceux qui s'ouvrent d'électronisme, mais on a une responsabilité partagée les uns les autres, et c'est vraiment un sujet pour nous de la NDRH d'aujourd'hui et de demain. Alors un sujet partagé, responsabilité de chacun d'entre nous, de chacun des seniors et des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics. Et puis aussi, nous, en tant qu'entreprise de formation, c'est aussi, comme on voit ce que vous disiez, l'impact positif des formations, de la montée en compétences sur l'emploi des seniors, c'est aussi de nous adapter à trouver des pédagogies qui soient pertinentes pour les seniors et qui puissent valoriser leur expérience et leur permettre de continuer à avoir envie. Merci Laurence, merci Frédéric, à très bientôt. Merci.